je vous ai envoyé un courriel hier en vous disant, en fait, en vous rappelant que ce soir, nous allions avoir un artiste musicien qui allait intervenir, qui s'appelle Mishko Mba et qui est un bassiste. J'avais rajouté que c'était quelqu'un pour qui la musique était vitale. Euh, parce que c'est plus que voilà, c'est plus que de jouer de la basse en fait. Et je vous ai dit aussi que ce qui me semblait intéressant, c'est qu'il y avait pas mal d'étudiants qui se lançaient dans de la pratique sonore, en tout cas qui étaient intéressés par ça, et que ce qu'il va nous proposer, comme c'est quelqu'un qui a une culture musicale occidentale, et qu'il a développé cette culture musicale quand il a vécu en Inde. Et donc ce soir, il va nous faire un parallèle, une sorte d'analyse comparative entre les constructions de ces musiques qui se sont construites de manière opposée, on va dire. Et puis la suite, il va vous la raconter. Et puis, s'il a envie de dire des choses sur lui, en plus, voilà, qu'il le dise en tant que musicien, donc. Donc, Merci. bonjour, ça va là le son, ça va aller si je parle comme ça. Donc bonjour, donc je m'appelle Mich Comba, je suis musicien, bassiste, je joue d'autres instruments aussi, du piano, j'ai commencé la musique à 5 ans. Donc aujourd'hui nous allons aborder la musique d'un point de vue occidental et d'un point de vue indien. Avant de commencer, donc je vais parler avant de commencer sur la musique, je vais commencer par le son. Donc, je pense que vous savez que le son est une vibration en fait une mécanique. Donc, en ce qui nous concerne, c'est dans l'air. Ce sont des ondes longitudinales. Et la différence entre le bruit et une note de musique, en fait, le bruit, ce sont plusieurs ondes que j'appellerais chaotiques. C'est-à-dire donc c'est par exemple un bruit de foule, un bruit des voitures. Ce sont donc des ondes qui arrivent à notre tympan, qui déforment notre tympan de manière chaotique, un peu comme les voiles les voiles d'un bateau avec le vent. Et quand ces oscillations se font régulières, le cerveau perçoit la régularité et donc la cohérence du son. C'est à ce moment-là où le son devient une note, en fait. On qualifie les notes en hertz, donc c'est le nombre de battements par seconde. Par exemple, nous musiciens, on a l'habitude de s'accorder à partir du La 440. Donc, c'est un choix complètement arbitraire. D'ailleurs, cela, il varie, il a varié beaucoup dans les époques. Il continue d'ailleurs à varier. En Allemagne, par exemple, c'est 442. Et donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on entend une note de musique, par exemple, si je prends une note de 100 Hz, donc c'est la note fondamentale, mais en même temps, en fait, il y a toute pratiquement une infinité d'harmoniques qui sont. C'est-à-dire qu'une harmonique, c'est la multiplication de la fréquence fondamentale par des nombres entiers. C'est-à-dire si vous avez une note à 100 Hz, dedans, vous aurez aussi 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, et théoriquement, à l'infini, non. Notre oreille est capable, a priori, d'entendre de 20 Hz à 20 000 Hz. Donc, par exemple, sur une note à 100 Hz, théoriquement, on entend 20 notes, en fait. Et sinon, pour ça, d'ailleurs, je vais faire un petit exemple avec la basse. Quand je connecte, ça ne sera pas enregistré. Donc là, il faut écouter attentivement pour s'en rendre compte. Donc là, par exemple, je joue un Ré. C'est la note qu'on entend. Mais, donc, déjà, les harmoniques,
sur une corde, en fait, si on prend ça comme 1, en fait, si je sépare la note en 2, c'est l'octave. En 3, ça donnera une quinte. 4, la double octave. 5, la tierce majeure, etc. Encore là. Chaque fois qu'en fait, pratiquement, quand il y a un nombre premier qui arrive, il y a une nouvelle note. Et toutes ces notes, en fait, si vous écoutez bien, vous allez les entendre. Regardez. Alors, la plus simple à entendre, c'est celle-là en même temps. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et celle-là aussi. Donc, en fait, après, ça dépend il faut avoir l'habitude, parce que plus on écoute attentivement, évidemment, plus on l'entend. Mais ce qui veut dire que dans une note de musique, théoriquement, en fait, il y a toutes les notes. Et c'est à partir de ça que les gammes ont été créées. Donc, en Occident, on a l'habitude de parler du système pythagoricien. C'est un système donc, nous, on dit que c'est de Pythagore, mais en fait, c'est beaucoup plus vieux. Évidemment, il y a des écrits qui parlent de cette gamme qui date de 2 millénaires avant Jésus-Christ, à l'époque des Babyloniens. Et c'est une gamme qu'on dit gamme naturelle. Parce que c'est une gamme construite. C'est ça que je voulais montrer. Donc, dans la gamme telle qu'on l'utilise en Occident, en fait, il y a 12 demi-tons. Et c'est-à-dire, là, par exemple, vous prenez... technique. Ça. Donc, on a choisi en fait cette note dans la gamme. C'est pareil, c'est arbitraire. Par exemple, faut savoir les musiques pygmées, par exemple, n'ont que 5 notes dans une octave. Tout ça, c'est à partir de mathématiques, en fait. Donc, si je fais une quinte, c'est ça. Et en faisant toutes les quintes, en faisant 12 quintes, en fait, on revient sur la même note. Donc, Pythagore s'est servi de ça, sauf que le problème, c'est qu'au bout de 12 notes, on arrive donc à une octave, mais qui est un peu au-dessus. Ce qui fait qu'il a été obligé, pour que ça soit juste, de baisser une quinte un petit peu par rapport à la quinte naturelle. La quinte naturelle, donc, c'est un nombre, comment dire, qu'on appelle un nombre réel, c'est-à-dire un nombre qui puisse être défini par une fraction. C'est-à-dire que la quinte, en fait, c'est 3 demi de la fondamentale. C'est pour ça que quand je partage la note en 3, ça donne la quinte supérieure. Mais là c'est 3 sur 2. Et donc, il était obligé de baisser une quinte qui s'appelle la quinte du loup. Et ça crée un problème. Ça crée un problème beaucoup plus tard pour la musique polyphonique. Parce que voilà, là, je fais 2 notes qui sont pareilles. Donc là, c'est juste. Et si je bouge un peu, vous voyez, il y a un battement qui se fait.
Donc, c'est presque juste, mais et c'est ça qui crée quand on utilise la gamme naturelle, donc il n'y a pas de vibration. Et par exemple, quand on chante instinctivement, c'est la gamme qu'on utilise, parce que si on chante à plusieurs, on va s'adapter par rapport aux chanteurs, bon, pour ceux qui chantent juste, à côté pour ne pas que ça vibre. Sauf que alors, pour les Grecs faisaient de la musique monodique, c'est-à-dire sans polyphonie. Ils considéraient les notes consonantes que la quarte et la quinte. C'est-à-dire, il n'y avait pas de tierces, ils n'utilisaient pas de tierces, ils n'utilisaient pas de sixte. C'est après, au Moyen-Âge, qu'on a commencé à ajouter des notes. D'abord la tierce et la sixte, donc, notamment dans le chant grégorien. Et petit à petit, ça a donné de là, on est passé à la polyphonie, parce que ça a donné les fugues. Les fugues qui sont une sorte de canon, c'est-à-dire c'est la même mélodie, décalée et réharmonisée. Je vais me faire écouter un petit exemple de Bach. J'ai répété donc, à l'octave inférieure. Une autre fois. Et c'est le début de l'harmonisation de la musique en Occident. Donc, Bach a excellé là-dedans, ça s'appelle une fugue. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au départ, donc, ils utilisaient la gamme naturelle. Le problème de la gamme naturelle, c'est qu'on ne peut pas changer de tonalité. Parce que comme il y a une quinte qui est, dans la fameuse quinte du loup, qui est diminuée, ça veut dire que, par exemple, admettant que si vous choisissez la quinte entre, enfin, je ne vais pas rentrer dans la musique, mais ici, quand vous changez de gamme, ce n'est plus la même quinte qui est abaissée. Je ne sais pas si c'est assez clair pour les non-musiciens. Et c'est pour ça que donc à partir de là, ils ont donc à peu près au 15e, 16e siècle, ils ont commencé à travailler ce qu'on appelle le tempérament. Alors le tempérament, c'est la modification d'un intervalle. En moyenne, c'est la diminution des quintes. C'est-à-dire que avec le système pythagoricien, quand on multiplie par 12, donc on revient, donc je disais, à la note un peu plus haute. Et le petit écart entre l'octave et la note où on arrive, en fait, c'est ce qu'on appelle le comma pythagoricien. Donc, c'est un tout petit écart. Et donc, il y a eu beaucoup d'études sur les manières de tempérer, c'est-à-dire de pouvoir changer d'harmonie, de tonalité.
sauf que alors il y a eu entre par exemple il y a les tempéraments irréguliers qui sont à peu près au XVIe siècle, et à un moment donné où on est arrivé au tempérament égal. Alors le tempérament égal, en fait, c'est comme il y a un coma au bout de 12 quintes, donc en fait c'est de baisser chaque quinte d'un 12e de coma. Donc ce qui fait que quelque part on pourrait dire que toutes les quintes sont fausses, à part l'octave. Toutes les notes sont fausses, je veux dire, à part l'octave, mais ça permet de changer de tonalité dans un morceau. Parce qu'avant, à l'époque, donc, par exemple, le clavecin, on était obligé d'accorder l'instrument en fonction si on était en do ou en do dièse ou en ré. Il fallait réaccorder l'instrument. Et le problème, c'est ce qui faisait sans problème avant. Le problème s'est posé quand il y a eu des instruments comment dire, à tempérament fixe, par exemple l'orgue, après plus tard le piano, les instruments à cordes mais à barrette. Là, il y a plus, par exemple, sur un violon, le musicien, il s'adaptait. Juste un violon, donc il n'y a pas de fret, donc il suffit de bouger un petit peu le doigt pour trouver le bon écart. Et quand on a un orgue, par exemple, ce sont des notes fixes. Et donc, il a fallu trouver, c'est là où il a fallu trouver un système. Donc, il y a eu de grandes batailles. Et Bach, justement, a participé à tous ces conflits, je dirais, de musiciens. Et il a créé beaucoup d'œuvres, mais dont une qui s'appelle le clavier bien tempéré. Donc, c'est à peu près au XVIIe siècle. Parce que l'invention, en fait, vraiment de la gamme tempérée a pu être faite après l'invention des logarithmes. Parce que c'est des calculs. Parce que là, en fait, dans la gamme tempérée, en fait, ce sont des nombres qui sont irrationnels, c'est-à-dire qui ne sont pas, comme on ne peut pas mettre en fraction. Et donc, pour pouvoir calculer les écarts entre un ton, enfin les demi-tons, il a fallu attendre précisément, il a fallu attendre l'invention des logarithmes, donc c'est en 1615. Et Bach, lui, est né en 1685, donc voilà, ça avait déjà été développé. Et il a écrit donc le clavier bien tempéré, qui est une œuvre ce sont 24 morceaux qui sont dans toutes les tonalités, et donc qui pouvaient être joués avec le même instrument. Donc c'est la première fois où un compositeur a fait une œuvre en fait pour montrer l'avantage un petit peu du tempérament égal. Même si c'est un petit peu remis en question maintenant, mais c'est ce qui s'est dit. Il paraît parce qu'il n'y a pas d'indication sur la partition. Parce qu'il peut y avoir des tempéraments irréguliers qui permettent de transposer, mais c'est justement, je vais vous faire écouter maintenant un autre exemple, avant de passer à la musique indienne. Ça fera la transition. Alors, c'est une suite de quintes en mode tempéré et en mode donc non tempéré. C'est en mode naturel. Là, ce sont des quintes naturelles. Et les mêmes en tempéré.
sonne un peu faux. Et c'est là où était le point de lutte des musiciens. C'est-à-dire que normalement, enfin, vous avez tous entendu, voilà, il y a les symphonies en do dièse, en ré mineur, majeur. C'est parce que quand on est en naturel, en fait, chaque tonalité comment dire, a une sensibilité particulière. Alors que dans le tempérament égal, toutes les tonalités se valent, en fait. Et c'est pour ça que les musiques, par exemple, Mozart a dit, je dirais, quiconque joue ma musique dans le tempérament égal. Parce que voilà, si je choisis de faire je sais pas, un morceau à mi bémol, c'est pour qu'il soit fait à mi bémol et qu'il sonne différemment que s'il le faisait en sol, dans une autre gamme. Alors qu'avec le tempérament égal, tout sonne pareil à peu près, puisque ce sont toujours les mêmes écarts. Et c'est ce qui nous amène à la musique indienne. Justement, dans la musique indienne, ils ont gardé les différentes notes. Alors, dans la musique indienne, dans une octave, ils utilisent, pas en même temps, mais ils utilisent à peu près 52 notes différentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait 52 notes dans la gamme. Ça veut dire qu'il peut y avoir trois tierces majeures différentes, c'est-à-dire un peu plus haut, un peu plus bas. Et c'est ça qui est maintenant la particularité de la musique indienne par rapport à la musique occidentale. D'ailleurs, juste la manière des Indiens, les Indiens appellent les notes de musique svara. Et svara, ça vient en fait de sva, le moi, et de rashra, qui signifie colorier, briller. En fait, le svara, c'est ce qui brille de sa propre lumière, hein, ou on peut dire aussi qui colore l'esprit de l'auditeur. Parce qu'en fonction des notes que vous utilisez, la manière des Indiennes, donc je parle du classique indien, principalement c'est soit l'hindustani, soit le carnatique. Donc le but, en fait, c'est de colorer, on peut dire, l'esprit de l'auditeur. Ce n'est pas simplement de faire quelque chose de joli. Donc ça peut être triste, gai. Et donc les gammes, enfin, on peut dire que les gammes en Inde, ça s'appelle le raga. Donc vous retrouvez d'ailleurs le ra dedans, hein, qui est coloré, brillé. Et alors un raga, ce n'est pas complètement une gamme. Une gamme, donc c'est un nombre de notes, en général 7, mais bon, il peut y en avoir moins ou plus, entre deux octaves. Alors que le raga, c'est une manière d'exprimer les notes. C'est-à-dire, c'est pas simplement do, 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 do. Ça va être do, 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 do. Des fois, on passe par en haut, des fois par en bas. Et, les Indiens donc, ont commencé à théoriser la musique il y a très, très longtemps. Et en fait, ils ont divisé la journée en périodes de 3 heures. Et normalement, dans la musique classique indienne, on ne joue pas n'importe quel raga à n'importe quelle heure. Ça se perd un petit peu maintenant, puisque évidemment, ça suppose de n'écouter que de la musique live, hein, live, c'est-à-dire jouer directement. Donc maintenant, avec tous les moyens d'enregistrement, quand vous écoutez vous pouvez écouter un disque, un morceau de musique à n'importe quelle heure. Mais c'est un peu comme, comment dire, je vais vous donner un exemple trivial un petit peu.
c'est comme je ne sais pas si vous connaissez voilà, par exemple la marche funèbre, et puis si vous la jouez pendant une série nuptiale, ça va pas marcher. Le, et donc le principe de la musique indienne, c'est pour mettre l'auditeur dans l'état idéal en fonction du moment où il écoute cette musique. Un petit peu d'eau. Donc là, maintenant, je vais passer un petit peu aux comparaisons. J'ai l'habitude de dire que la musique occidentale, enfin, j'ai l'habitude, on dit maintenant, en fait, elle est pensée verticalement, et la musique indienne est pensée horizontalement. C'est-à-dire que la musique occidentale, en fait, c'est une succession d'accords, alors que la musique indienne, alors c'est pas tout à fait une mélodie, c'est une succession d'écarts. C'est-à-dire que la musique indienne, on appelle ça une musique tonale. Il n'y a pas d'accord. Alors, c'est une référence toujours par rapport à la tonique, par rapport à la note de base. Alors, pour ça, ils utilisent une tempura. Je vais faire écouter rapidement une tempura. Très souvent, c'est la quinte, justement, et la fondamentale qui sonnent, et qui servent de base, qui dure pendant tout le morceau. Donc, ce qui fait que quand on joue une note, en fait, c'est ce qui est important, c'est l'écart entre la note et la fondamentale. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une suite d'écarts et non pas une mélodie. Alors, en fait, en Occident, on a développé au fil des siècles la polyphonie, ce qui a mené à des harmonies très compliquées, par exemple en jazz, bon, en classique, bien sûr, en jazz. Parallèlement, les Indiens, eux, je dirais, ont effectué le même travail sur le rythme. Parce qu'il y a les notes, mais il y a aussi le rythme. Pour moi, une des manières de qualifier la musique, je dis que c'est en fait c'est la manière pour les êtres humains d'inventer de montrer la vie, c'est-à-dire le temps. C'est-à-dire que, par exemple, si vous, chez les Indiens, justement, il y a le Om, qui est censé être un son éternel. Ça, c'est pas de la musique. Voilà, moi, je prépare le chanter. Et la musique, en fait, elle commence quand le Om s'arrête. C'est-à-dire, en fait, quand la note meurt. Donc, c'est ce qu'on appelle la vie. Parce qu'il y a une note qui naît, hop, elle meurt. Il y a une autre note qui naît. Et c'est une succession de mort et de vie. Et c'est qui est dépendante du temps. C'est là où euh, en tant qu'être humain, en fait, parce que la musique, alors, évidemment, il y a les oiseaux ça, qui font de la musique, mais il semblerait que nous soyons la seule espèce capable cognitivement de jouer ensemble, en fait. Par exemple, il y a des grands singes sont capables de répéter un rythme, mais tout seul.
ils sont pas capables, paraît-il, d'être à deux et de se synchroniser sur ce rythme. Il semblerait que ce soit une particularité humaine. Donc, ce n'est pas le fait de faire de la musique, mais c'est le fait de faire de la musique ensemble. D'ailleurs, vous pouvez voir dans un concert, voilà, la foule, petit à petit, elle se synchronise sur la musique, elle bouge en même temps. Visiblement, les autres espèces animales n'en sont pas capables. Et donc, je vais faire un petit encart sur la manière de compter les rythmes des Indiens. Donc, par exemple, nous, en Occident, on va compter la mesure comme ça. Par exemple, c'est une mesure à 4 temps. Donc, en fait, c'est un peu flou. Et les Indiens se servent des phalanges. C'est-à-dire que comme on a 16 phalanges, voilà, ça se fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est-à-dire que sur une main, vous avez 16 temps. Et en même temps, le fait d'appuyer, donc c'est très précis quand vous comptez le rythme comme ça. Alors que si vous le comptez comme ça, c'est un peu, est-ce que le temps il est là, ou là, ou là? Et en même temps, ils ont aussi un système où ils utilisent des onomatopées pour qualifier le rythme. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a quatre notes par temps, c'est-à-dire en Occident, on va dire des doubles croches, ils vont dire takademi, 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 takajonou, takademi, takademi, ta. Et ils ont ça pour différentes divisions. Si c'est à 3 temps, ça va être takiteta, kiteta, kiteta, kiteta. Si c'est 5, c'est tak, tak, iteta, que tak, iteta, que tak, ité. Et tout ça fait que ça leur permet ça leur a permis je dirais de complexifier le rythme, à mon sens, autant que nous avons enfin nous en Occident, nous avons complexifié la polyphonie. C'est-à-dire parce que là, on peut facilement changer, c'est-à-dire si, par exemple, vous commencez takademi, 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 tak, tak, ité, tak, tak, ité, tak, tak, ité, tak, tak, ité, tak. Ça permet de faire des subdivisions de 3 sur 5, 4 sur 7, enfin, à l'infini. Ce qui fait que les musiques indiennes sont très, très complexes, notamment dans les musiques carnatiques, rythmiquement, par rapport aux musiques de base en Occident, où c'est souvent du 3 temps, du 4 temps. En musique indienne, c'est souvent 13, 11, 9 et demi. Donc, je n'ai pas mis d'exemple de raga indien, parce que si vous voulez écouter, il faut du temps pour écouter un raga indien. Ça ne sert à rien de faire écouter en 5 secondes, puisque le principe, en fait, c'est de rentrer dans un état particulier. Donc, évidemment, les morceaux indiens sont en général très longs. Ça peut être 3/4 d'heure. Pour faire vite, en fait, ça se décompose en 3 parties. Alors, il y a ce qu'on appelle l'alap. L'alap, c'est la présentation du raga, donc, qui peut durer même 10 minutes, un quart d'heure. C'est pour habituer l'auditeur à entendre ce raga. Après, et c'est simplement après où il y a l'introduction du rythme, donc voilà, qui dure un certain temps. Et c'est après, donc ça peut être après 20 minutes, où la composition, qu'elle arrive vraiment. C'est-à-dire une fois que l'auditeur est habitué et à la gamme, enfin donc au raga, et aussi au rythme, parce que donc si c'est un rythme complexe. Et après, donc il y a la composition, des improvisations, et après donc la fin du raga. Un vrai raga, oui, c'est au moins une demi-heure. Donc maintenant, avec les périodes modernes, souvent ils raccourcissent les ragas, donc ça arrive à des... mais même court, ça va être un quart d'heure, 20 minutes. Et donc,
comment dire, le problème en fait qu'il y a entre la musique occidentale et la musique indienne, donc c'est évidemment le tempérament. Avec les instruments modernes, puisque les Indiens utilisent de plus en plus les synthés, donc, ils ont commencé déjà avec l'harmonium, d'ailleurs, ça doit y avoir, je crois, 2 siècles à peu près. Donc l'harmonium, c'est une sorte d'accordéon à souffler. C'est-à-dire que ce sont des notes fixes. Donc, on est obligé d'utiliser le tempérament égal. Mais quand on utilise le tempérament égal, évidemment, les ragas donc, ne peuvent plus agir de la même manière sur l'auditeur. Mais si on n'utilise pas le tempérament égal, ça devient difficile comment dire, d'harmoniser un raga. Mais c'est ce qui se. Donc, moi, j'ai l'occasion de passer à peu près 14 ans en Inde. Donc, justement, j'ai pas mal travaillé là-dessus avec des musiciens indiens. Donc, c'est assez possible avec. Donc, par exemple, je ne l'ai pas mené là. Ça, c'est une guitare basse, donc, qui peut être aussi sans fret. Donc, on dit guitare fretless. Je vous mets un petit extrait d'un groupe avec qui je jouais, qui s'appelle Arca. Là, par exemple, c'est un 9 temps, c'est-à-dire 5 plus 4. Ça, pour le compter, c'est comme ça. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. चैन खो दिया हूँ जब से दिल लगी मेरा वजूद तेरे बिन कुछ नहीं चैन खो दिया हूँ जब से दिल लगी vous allez avoir un exemple de TI, hein, donc j'expliquerai après. À la fin, donc c'était ce qu'on appelle un TI, qui est une particularité de la musique indienne. En fait, c'est comment dire, un schéma rythmique qui se répète 3 fois. Donc, c'est-à-dire que ça se décale à chaque fois. C'est pas évident au départ hein, de rentrer dedans. Et là, donc, en écoutant bien, vous voyez que justement, ils n'utilisent pas le tempérament égal. La flûte et la voix. Alors, je ne pourrais pas vous, vous faire l'exemple. Mais, et par contre, il y a quand même des accords derrière. Et c'est. Voilà, donc il faut vraiment choisir quels accords mettre. On ne peut pas mettre n'importe quel accord. Et là, je n'ai pas d'exemple. Donc, il y a une possibilité, justement, en employant des tempéraments irréguliers. Mais là, à un moment donné, j'étais obligé de partir d'Inde. Je n'ai pas pu approfondir complètement ça. Parce que en fait, pour moi, ça serait c'est un avantage de pouvoir mélanger les deux, c'est-à-dire le côté vertical de la musique occidentale et le côté horizontal de la musique indienne, avec la complexité rythmique. Alors évidemment,
c'est une recherche musicale, je pense, qui va prendre beaucoup de temps. Il y a de plus en plus de musique, je vais dire, de fusion entre les deux styles, hein. Donc, ça a commencé il y a au moins dans les années 70 par là, avec des musiciens indiens comme Ravi Shankar ou occidentaux comme John McLaughlin, par exemple. Même les Beatles aussi avaient un petit peu travaillé avec Ravi Shankar. Mais comme c'est très difficile souvent ça part ou d'un côté ou de l'autre. C'est assez difficile techniquement de mélanger complètement les deux. Mais je crois que ça voudrait. Je pense que quand un jour on y arrivera, parce que ce que je trouve en Occident, donc alors c'est un avis personnel, mais c'est qu'avec le tempérament égal, donc qui permet beaucoup de complexité harmonique, mais on perd des notions de la musique qui est, ou je dirais plutôt un des pouvoirs de la musique qui est voilà, d'influencer, comme on dit, colorer l'esprit de l'auditeur. Alors, il y a des musiques, par exemple, comme le blues. Dans le blues, on parle de la note bleue. C'est-à-dire, il y a des notes qu'on pourrait dire non accordées. Avant, je disais des fausses notes, mais en fait, bon, maintenant, j'ai appris qu'il n'y avait pas de fausses notes. Il peut y avoir des notes mal choisies, mais il n'y a pas de fausses notes. Mais des notes qui vont perturber un petit peu l'auditeur. Un peu comme ce que j'ai fait écouter tout à l'heure, quand il y avait les différents tempéraments. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi. Donc voilà, le premier, ça faisait, je veux dire, un peu faux. Ça donne des sensations étranges par rapport au tempérament égal qui est, comme son nom l'indique, égal en fait. Donc, du coup, en Occident, c'est la complexité des accords qui peuvent amener voilà, ces sensations subjectives, évidemment, de l'auditeur. Et si on arrivait à mélanger les deux, en fait, il y aurait à la fois les notes et aussi l'écart des notes. Donc, voilà, euh, pour finir, voilà, je juste citer une phrase que j'aime beaucoup d'Aldous Huxley, qui dit que la musique, après le silence, le meilleur moyen d'exprimer l'inexprimable. Parce que il ne faut pas oublier que la musique, c'est avant tout un langage. Bon, pour un musicien, c'est même un langage universel, puisque en tant que musicien, on se comprend en fait tout autour de la Terre, on n'a pas besoin de se comprendre avec des mots. Donc, et voilà, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je sais pas si... Bonjour Bonjour. et merci. Et est-ce que vous pourriez nous montrer, en fait, peut-être que c'est plus parlant si vous nous le jouez, Jouer quoi? quand vous nous expliquez la différence entre un rapport de succession de notes et d'autre part plutôt un tempérament avec Avec des accords. Hein. sans accord qui soit tonal. Ah, d'accord. Peut-être que ce serait plus... Je peux essayer, sauf que j'ai pas la fretless. Donc, mais oui, je peux montrer un petit peu ça. Merci. Bon,
Par exemple, en Occident, voilà, par exemple, il y a un morceau là, ça pourrait être, voilà. Là, donc, c'est plus des accords, hein. Alors que musique indienne, alors ça pourrait, c'est-à-dire, je vais faire, admettant que ça soit la tonique, hein. Donc ça va être des écarts, c'est-à-dire ce que j'appelle l'écart, c'est-à-dire la présentation d'un ranga, ça va être donc vous commencez c'est toujours par exemple, musicalement, voilà, ça va être la septième, ce qui est important, c'est le rapport avec, voilà, avec cette note, hein, dans la mélodie. C'est pour ça que je dis que alors qu'en voilà, en Occident, avec, voilà, ça va être des successions d'accords. Par exemple, voilà, ça va être. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas comment dire, donc il n'y a pas de tempura. Il y a pas de note chaque accord, en fait, on change de tonalité. Donc, c'est pas du tout. Là, ça se fait, donc, par exemple, ça va être entre un accord majeur et un accord mineur, par exemple. Donc, hein. La sensation se fait donc c'est un accord par rapport à un autre, là, du coup. C'est pour ça que c'est vertical. C'est vraiment des accords qui s'enchaînent. Alors qu'en Inde, donc, ça va être des écarts par rapport. C'est-à-dire, si je fais pour l'auditeur, ça va être plus difficile vraiment d'entendre. Il faut avoir ça en tête, hein, à chaque fois. S'il n'y a pas, s'il y a pas la référence à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a la tempora normalement, hein, c'est pas ça qui tient. Chaque note devient, je vais dire, avec beaucoup moins de sens en fait. Donc, pour avoir le sens, faut se chanter cette note voilà, dans la tête. Je ne sais pas si je suis assez clair. Ça va comme... Une autre question, peut-être? Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par la note bleue en blues? Et vous pouvez aussi répondre en jouant. C'est la grande question.
Beaucoup de musiciens la cherchent. C'est-à-dire une gamme blues, donc, enfin, donc ça va être. Donc ça va être cette note, mais un peu plus basse. De, voilà, quand c'est bien fait, donne le côté nostalgique, je veux dire, du blues. Parce que en général, le blues, enfin, c'est plutôt des textes assez plutôt tristes, puisque c'est une musique qui vient des esclaves. Hein. C'est leur moyen de chanter un petit peu la liberté, en fait. C'est ce qui a donné le jazz. Hein. C'est la grammaire du jazz, en fait, le blues. En fait, le jazz, c'est pour faire court, c'est justement la fusion du blues avec l'harmonie occidentale, après, petit à petit. Donc, en fait, donc, les esclaves, petit à petit, on complexifie en fait, le blues, et c'est devenu le jazz. Voilà. Une autre question? Bonjour. Bon, j'en ai plein des questions. Ah. Bon. Mais je vais commencer par la première. En fait, 14 ans en Inde à découvrir cette musique si particulière et, si j'ai bien compris, si éloignée pardon, de la musique occidentale dans laquelle vous avez été baigné, c'est ça, hein? Oui, oui, exactement. Ça vous donne bien des perspectives comme ça de recul. Et moi, j'ai plutôt été baigné dans la musique occidentale et c'est déjà pas mal. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette musique occidentale dont on peut parler aujourd'hui, elle s'est largement construite après bien des batailles. Vous évoquiez tout à l'heure Bach et son clavier bien tempéré. Mmh. On a même passé au bûcher, interdit, et puis même, enfin voilà. Au Moyen-Âge, effectivement, on pouvait être brûlé hein, si on jouait ça là. Voilà. Faut se rendre compte de ça, quoi. Oui, non, et là, on crierait au bûcher. Enfin, voilà. Mais vraiment, ça pose un cadre. Oui. Mais donc, en Inde, par exemple, est-ce que, enfin, j'imagine, hein, mais j'en sais rien, je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu aussi comme ça des grandes étapes dans le développement, sachant que je garde en mémoire qu'on est toujours sur un rapport d'intervalle avec la tempura, donc cette note fondamentale qui reste, disons, persistante. Est-ce qu'il y a eu des intervalles comme ça ou est-ce qu'il y a eu comme ça? Pas à ma connaissance. Non. Ouais. En Inde, c'est le contraire inverse. C'est maintenant comme ils utilisent le tempérament égal, tempéré, enfin la gamme tempérée, disons, c'est maintenant qu'arrivent les problèmes. C'est ça. Puisque maintenant, donc, il y a de plus en plus de musiciens qui commencent à, enfin, vous dites, c'est pas que les musiciens, qui disent, enfin, qui râlent, enfin, qui sont contre le fait d'employer exclusivement les notes tempérées. La gamme tempérée est dans les ragas, dans certains ragas. Mais on ne peut pas exprimer un raga, parce qu'en fait, quand on joue un raga, on dit on exprime un raga. On ne peut pas exprimer tous les ragas avec la gamme tempérée. Donc, eux, en Inde, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est maintenant qu'ils ont les problèmes. A priori, non, alors,
Moi, c'est difficile en Inde de savoir quand ça a commencé, parce que tout est toujours de 20 000 ans. Ça fait très longtemps, en tout cas, qu'ils ont théorisé la musique, bien avant, en fait, l'Occident. Hein. Voilà, là, je parlais tout à l'heure des Babyloniens, c'était 2 millénaires avant Jésus-Christ. Et les Indiens, voilà, après, c'est à peu près de cet ordre-là, où donc ils ont vraiment parce que les ragas, donc j'ai pas assez de connaissances et j'ai pas d'abord l'instrument pour, mais c'est vraiment très précis. Alors c'est vraiment ça va être des petits détails au départ. Moi je pourrais pas les montrer, mais c'est-à-dire au lieu de faire ça va être au lieu de ça. Donc par exemple. Je vais faire là, ce sera plus simple. Euh, c'est difficile, ça me prête l'aise. Mais ils ont vraiment, c'est-à-dire vraiment théorisé les ragas, vous faites un point où vous avez donc déjà les ragas du matin, de l'après-midi, enfin, donc par 3 heures, mais il y a aussi les ragas du printemps, les ragas de la moisson, donc, a priori, ce sont entre guillemets, des gammes, comme on dirait, qui va favoriser le moment, en fait. En Inde, le temps est très important. Donc, le temps est au niveau de la musique, c'est-à-dire quand je parlais des TI, de la complexité des rythmes, mais donc aussi le temps où on joue le morceau, la musique. Mais à ma connaissance, je ne prétends pas tout savoir. En Occident aussi, on a un rapport entre la musique et les phases de l'année. Enfin, c'est d'ailleurs très lié au paysage aussi, Oui. changeant du temps où il changeait. Et, par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être un principe qui est encore une fois bêtement culturel, c'est que on a enseigné à grande échelle cette musique occidentale et principalement à partir du moment où les instruments étaient largement tempérés. Et peut-être aussi que les instruments populaires échappaient à cette contrainte du tempérament. Oui, bien sûr. Donc le changement, voilà, j'allais dire au Moyen-Âge, c'est même après, c'est vers le 15e siècle, 16e siècle. Mais quand il y a eu l'arrivée de l'orgue, en fait, avant les instruments utilisés, donc en fait, c'était principalement la voix ou des instruments avant. Les instruments avant sont modulables, par exemple, ou le violon. C'est quand il y a eu donc la guitare, le piano, l'orgue. Tout ce qui a demandé en fait une facture, enfin, les facteurs d'instruments, donc qui avaient certainement une connaissance népérienne, on pourrait dire, oui. au logarithme, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Effectivement. Mais c'est plus une obligation, du coup. Ouais. C'est-à-dire que pour jouer de l'orgue, vu qu'on ne peut pas raboter les tuyaux tout le temps, donc il faut choisir au départ une gamme. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du clavecin, qui lui s'accorde relativement rapidement. Vraiment avec le piano qui est beaucoup plus difficile à accorder, et donc avec l'orgue au départ. J'en ai d'autres. Oui. Bon alors, c'est une question comme ça. Au XXe siècle, il y a eu des échanges comme ça entre les formes d'art, notamment entre l'art pictural et la musique, parce que justement, ce cadre de composition si complexe, si on cite que Bach, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ça invite quand même à la curiosité. Et il a été pédagogue aussi, oui. sans vraiment l'avouer, mais aujourd'hui on le sait, quoi. Et donc ça a permis des choses
assez remarquables, je pense, notamment dans la peinture abstraite. Ma question, elle n'est jamais qu'une projection sur l'Inde. Est-ce que vous avez perçu ça aussi d'une manière ou d'une autre, et au XXe siècle ou à une autre époque, ce rapport entre la musique et puis une forme, d'ailleurs pas forcément que picturale, mais une autre forme d'art? Je ferais tendance à dire oui, mais c'était, mais c'est Descartes qui attribue les couleurs, par exemple, aux notes. Je crois Voltaire aussi. Pour moi, enfin, l'art, c'est vraiment un ensemble. Et comme ils disent souvent en Inde, tout est un. Donc forcément, ce qui est difficile, c'est d'avoir les compétences dans plusieurs domaines. Là, visiblement, il y a des gens, je crois que Léonard de Vinci, ou des gens qui arrivent à développer plusieurs domaines, mais par exemple, avec Colette, on a fait des expositions où la musique était relativement aussi une partie de l'exposition. C'est mais je pourrais pas, enfin, je pourrais répondre simplement oui à une question comme ça. Mais effectivement, pour moi, la musique, quand je dis que c'est la manière pour les êtres humains d'exprimer la vie, c'est justement la musique, elle se nourrit de tout. Donc, voilà, autant ça peut être des oiseaux, mais évidemment des autres arts, hein, que ce soit évidemment la danse, mais aussi les arts picturaux. Et en fait, ce que je trouve beau dans le début de votre présentation, c'est que j'ai pris des notes, hein, mais quand vous définissez la musique en Inde, c'est Ra et Racha. La coloration de l'esprit, Ouais, de l'auditeur. Oui. Qui éclaire ou illumine l'esprit. Et finalement, ce 1, il est quelque part là oui. et redémontré à bien des égards. Bon, d'ailleurs, tous les peintres qui se sont penchés sur la question de la musique ont fini par écrire des choses comme du spirituel dans l'art, ou enfin, se rabattre sur la notion de spirituel, ce qui est pas mal oui. en soi. Ah, mais de toute façon, pendant très longtemps, et encore toujours en Inde, au départ, la musique, elle est pour je vais dire Dieu, on peut dire pour l'univers. Hein. Enfin, je crois que c'est pour ça que Nietzsche disait c'est la musique, la vie serait une erreur. Hein. Parce que pour moi, avec la musique, on exprime des choses que les mots ne peuvent pas exprimer. Parce que quand je citais Aldous Huxley, c'est ça. Ouais. Donc, ce n'est pas aussi, ça ne peut pas être aussi précis que de dire ça c'est une table. Mais sauf que quand on dit que ceci est une table, c'est pas précis du tout. Parce que il faudrait dire la dimension qu'elle a, la couleur, de quel bois elle est faite. C'est ça, le mot ne le dit pas. Si vous dites il y a un arbre dehors, d'accord, il y a un arbre, mais quel arbre, quel âge, quelle taille, quelle couleur, quelle saison. Et pour moi, avec la musique, on peut plus rentrer dans ce genre de détails. Ouais. J'ai l'impression. Oui, il y a la dimension du temps aussi qui est importante. Cette table, dans 20 ans, oui, voilà. Bon, je vais lâcher le micro, mais juste, voilà, je voulais vous dire autre chose. Alors, je crois qu'on est en 1997, quand dans un Bass Magazine, il y a la compilation Bass Influence dans laquelle vous avez proposé un morceau, et on est loin de cette date-là, mais le groove en question, je m'en suis toujours parmi. Ah bon ouais, merci. Et alors, si c'était que le groove, mais la mélodie qui suit, on a vraiment l'impression que l'instrument chante, quoi. Vous êtes bassiste, peut-être? Oui, alors à l'époque, j'étais élève de Benoît van der Straten. À Liégeois. On peut se tutoyer, alors. Ouais. Musicien. Mais bah... merci, mais justement, c'était avant l'Inde, là. C'était Ah, d'accord, ouais, ok. Bah, ça ne m'étonne pas.
Bah, merci en tout cas. Oui, merci. Si vous voulez le partager, ce groupe, pour tout le monde, comme ça, si Oula. ça vous rappelle. Ouais, il fallait bien une colle. Non, on le joue avec. Parce que j'ai un trio, enfin, je suis dans un trio de jazz. D'ailleurs, on joue le 7 avril à l'Espace, pour la nuit des virtuoses. Il y a d'autres, juste une seconde, il y a d'autres questions avant qu'ils se mettent à groover. Ok. Mais tout seul, c'est pas évident, mais ça fait ça. Etc. Tout seul, c'est pas évident. Ça s'appelle Raptitude. Ouais, ben merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Merci à non, on ne dit plus l'école des beaux-arts, à l'ESSAP. C'est ça. Il y a tout qui change, la langue. La musique, ça change moins. Merci beaucoup. J'ai des photos balancées comme ça, comme une espèce d'évidence, alors que c'était de relever ce qui était impossible.